Bien, je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Je me suis aidée donc d'un article qui est en cours de parution, là, qui est en fait un consensus européen sur les bonnes pratiques de l'utilisation de l'acide hyaluronique, et je vous parlerai bien sûr que de la gonarthrose aujourd'hui. Il y a des rhumatologues, beaucoup de Français, des chirurgiens, anglais et allemands, parce que vous savez que dans ces pays-là, l'arthrose est traitée par les chirurgiens, rééducateurs. Et donc, ils ont édité, vous voyez, une série de 24 recommandations, et ils se sont concertés, ils ont fait un vote, après analyse vraiment extensive de la littérature, et ils ont répondu « agree, not agree » ou « agree under condition ». Voilà, donc j'ai essayé de les synthétiser pour être rapide. Donc, vous savez que dans la gonarthrose, il y a eu vraiment beaucoup d'essais, donc des milliers de patients qui ont été testés, avec des résultats très discordants, ce qui a donné lieu donc à des méta-analyses qui ont poolé les résultats de ces milliers de patients pour essayer de redéfinir leur effet. Et ces méta-analyses, malheureusement, ont eu des résultats encore discordants, dont cette méta-analyse suisse, là, de Rutgers, qui a mis le feu aux poudres, parce qu'elle a conclu que non seulement l'acide hyaluronique avait un effet bénéfique faible, en tout cas cliniquement non pertinent, mais aussi un risque d'effets secondaires accru. Alors, la revue Prescrire s'en est emparée. On a vu arriver des patients avec la revue Prescrire, docteur, vous faites quelque chose de dangereux. Voilà, donc on a été un petit peu déstabilisé par ça. Et bien sûr, les autorités s'en sont emparées aussi, pour menacer de dérembourser l'acide hyaluronique. Vous avez tous vu ça. En France, polémique. Le résultat des courses, là, c'est que le Hyalgan a été déremboursé en partie, puisqu'il n'est plus que de 15% pour un service médical rendu faible. Et les autres acides hyaluroniques, la commission a eu lieu en septembre, et on attend. Pour l'instant, c'est sur le bureau du ministère de savoir quel est le sort des autres acides hyaluroniques. On espère qu'ils vont s'aligner au moins sur le Hyalgan. Et puis, les sociétés savantes internationales s'en sont aussi emparées, surtout les chirurgicales, suivez mon regard, qui n'avaient aucun intérêt à ce qu'on fasse de l'acide hyaluronique dans la gonarthrose. Les prothèses, c'était beaucoup mieux. Et donc, l'acide hyaluronique a disparu des recommandations de l'association orthopédique internationale, à l'AOS, la NICE, l'OARC. Et ça garde quand même une place conditionnelle dans l'ACR, l'American College of Rheumatology, je précise, le LAR, c'est la société européenne, et l'ECHEO, qui est européenne aussi. Bref, ces experts ont revu tout ça et ont donc édicté des recommandations sur lesquelles je pense qu'on peut se fonder parce qu'elles sont vraiment très claires et très bien analysées. Alors d'abord, il conclut que l'acide hyaluronique, la visco, est efficace dans la gonarthrose légère ou modérée. Qu'elle pourrait avoir un effet chondroprotecteur si on l'administre précocement, mais là on sait que c'est des schémas quand même avec des injections plus fréquentes, et que ça a un bon rapport coût-efficacité. Donc cette efficacité, on le sait, est modérée, c'est pas, on l'utilise dans des arthroses qui ne sont pas trop sévères. Voilà, ça y est. Ouais, ça ne répond plus, sympa. On sait que ça a un effet retardé, et que ça a un effet, inégal, c'est-à-dire qu'il y a un taux de répondeur qui est de 60-70% dans la gonarthrose et qu'on n'a aucun facteur prédictif pour le savoir. Voilà. Donc, dans la gonarthrose évoluée, on se pose la question, parce qu'il y a quand même des situations où on aimerait proposer l'acide hyaluronique, notamment chez les patients qui ne veulent pas être opérés, ça arrive, ou bien les patients avec des comorbidités, des âges extrêmes, ou les jeunes ou les très vieux, et surtout dans les âges extrêmes, on a envie d'avoir une épargne en anti-inflammatoire dont on connaît la toxicité, et l'on sait que l'acide hyaluronique a au moins la même efficacité que les anti-inflammatoires pris journalièrement sur des périodes de 3 mois. Donc on est quand même dans un rapport bénéfice-risque qui est bien plus important. Et les experts, au vu donc de la littérature, concluent que la viscosupplémentation peut être utile, ils ne disent pas efficace, mais ils disent utile, dans la gonarthrose avancée, notamment chez ces sujets-là. Par contre, est-ce que ça retarde l'ordre de la prothèse? C'est suggéré par ces études, mais ils concluent que ce n'est pas encore prouvé. Alors, Rutgers, la méta-analyse, avait dit que c'était dangereux. Qu'en est-il de la tolérance? Eh bien non, c'est un traitement sans danger, bien toléré. Et certes, il y a des réactions locales, on a tous eu ces réactions pseudo-septiques. Les experts disent qu'elles sont plus fréquentes avec les acides hyaluroniques d'origine aviaire, et en fait, elles sont liées essentiellement, voire uniquement, à l'ILAN, au Synvisc. On a eu quelques exceptionnelles réactions pseudo-septiques avec des linéaires, mais c'est lié à l'ILAN en règle.
Alors, une autre recommandation, enfin une autre affirmation, c'est que bien sûr la formation du praticien influence le succès de l'acide hyaluronique. 3 critères, que le rhumato, enfin que le praticien ait choisi la bonne indication clinique, qu'il ait un bon schéma d'injection, c'est-à-dire la bonne dose, le bon nombre d'injections, et qu'il ait bien sûr fait son injection bien en intra-articulaire. Alors les bonnes indications, vous le voyez, c'est l'arthrose fémorotibiale mieux que la fémoropatellaire, chronique, hein, c'est pas dans les poussées. Qu'elle ne soit pas trop sévère, hein, que ce ne soit pas un patient trop handicapé ou un pincement trop sévère, que ce ne soit pas en poussée inflammatoire, ça c'est très important, hein, quand il y a une synovite, c'est vraiment pas le moment de le faire, et qu'il n'y ait pas d'autres causes douloureuses, comme nous le disait Thierry, un œdème osséo-sous-chondral, qui nécessite plutôt une décharge, ou un syndrome méniscal franc, rebelle, avec une languette manifeste qu'il faut enlever. Voilà. Alors que faire en cas de poussée inflammatoire? Eh bien, la priorité c'est de traiter la synovite, c'est pas du tout le moment de faire l'acide hyaluronique, donc d'abord on ponctionne, enfin on repos, glace anti-inflammatoire, on ponctionne et on infiltre si nécessaire, et puis plus tard, quand la poussée sera passée, on fera l'injection d'acide hyaluronique. En d'autres termes, quand ne pas proposer une viscosupplémentation, eh bien dans ces poussées aiguës, et puis lorsqu'il y a une indication chirurgicale manifeste, de prothèse, hein, arthrose sévère avec un handicap, ou bien une chirurgie conservatrice, au contraire chez les sujets jeunes, avec des troubles d'axe, où là il ne faut pas les faire attendre inutilement et bêtement avec de l'acide hyaluronique. Alors, les conditions techniques. Donc, ce consensus d'experts a bien rappelé que c'est la voie latéropatellaire qui est à privilégier. Avec ça, on a, vous voyez, un taux de réussite important. Et il faut que l'opérateur soit néanmoins expérimenté, hein, parce que sur genou sec, c'est moins facile évidemment que quand il y a un épanchement. Et genou sec, c'est la bonne indication. Alors moi j'ai des petites astuces, hein, que je vous montre là pour essayer d'être un peu meilleur, hein. Et si on veut avoir 100%, bah là c'est le guidage. Et l'éco-guidage, franchement, enfin moi je l'utilise maintenant presque systématiquement, j'avoue, parce que j'ai l'appareil à côté de moi, que c'est très facile, ça me prend 10 secondes. Et ça me permet, de voir s'il y a un petit épanchement. À ce moment-là, on se met dedans, hein, on le repère, on se met dedans, puis on aspire un peu, on est sûr qu'on est dedans. Et puis, s'il n'y a pas d'épanchement, bah, quand on fait une mono-injection, on aime bien être sûr à 100%. Donc moi, j'avoue que pour les mono-injections, je l'utilise. Il ne faut pas le dire, mais bon, quand on l'a, c'est difficile de s'en passer. Et puis, autre recommandation, le repos relatif, on le fait tous. Alors là, c'est la question qui va vous intéresser, le bon choix. Quel acide hyaluronique doit-on choisir? Comment doit-on l'injecter? Enfin, selon quel schéma? Eh bien, les experts disent que la dose doit se conformer à l'evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'en clair, on doit injecter le produit de la façon dont il a été étudié, il a été validé scientifiquement. Or, les viscosuppléments diffèrent énormément les uns des autres, hein. Il y a des linéaires, ça, voilà. Des réticulés en pelote, hein, donc qui n'ont pas le même comportement. Et il ne faut pas extrapoler les résultats d'un acide hyaluronique à un autre, hein, dans les essais thérapeutiques, parce qu'ils n'ont pas le même comportement. La réticulation prolonge le temps de résidence, hein, donc un acide hyaluronique linéaire, hein, tu avais ton ménisque, moi j'ai pris ma ficelle, eh bien il est dans l'articulation, il se met au contact des récepteurs pour se fixer, et il est aussi dégradé très rapidement par les enzymes de l'articulation, hein, puisqu'il est linéaire, il est très accessible. Quand il est réticulé, c'est une pelote qui est tenue par des ponts de réticulation, les anglo-saxons disent cross-linked, et là, il est beaucoup moins accessible aux attaques enzymatiques, et donc il va résister plus longtemps dans l'articulation, donc il va être plus longtemps au contact des récepteurs. Un autre moyen de prolonger la résidence articulaire, c'est peut-être aussi les antioxydants, c'est-à-dire que maintenant on a des acides hyaluroniques qui sont couplés à du sorbitol, du mannitol, voire de la chondroïtine sulfate, et on a montré que ça augmentait, enfin c'est presque montré que ça augmente le temps de résidence. Donc si on fait une mono-injection, eh bien, il faut le faire avec un acide hyaluronique spécifiquement dédié à ça, qui a été étudié pour ça. Et en pratique, c'est essentiellement les réticulés. Et moi, je rajoute donc ceux peut-être avec les antioxydants, hein, puisque ça augmente ce temps de résidence. En clair, il ne faut pas faire sa petite cuisine perso en disant « Ah bah, les 3 injections sont mieux remboursées, alors on va prendre un linéaire, et puis on va prendre les 3 doses en même temps, on va les injecter en une fois ». C'est pas vrai, ça marche moins bien. Et il y a une étude qui l'a montré il n'y a pas longtemps, où si on injectait en une fois les 6 ml d'un acide hyaluronique linéaire, eh bien, on n'avait pas la même efficacité que si on faisait 3 injections, hein, à une semaine d'intervalle, parce qu'on n'a pas le même temps de contact avec les récepteurs.
Un petit clin d'œil pour le laboratoire chez Medica là, qui nous a accompagnés aujourd'hui, c'est que l'Ostenil Plus, donc, qui était un produit avec un mannitol, eh bien, a montré dans une étude très récente, qui s'est sortie à la SFR l'an dernier, que ça avait la même efficacité que le Synvisc One, qui est le produit réticulé de base qu'on utilise en mono-injection. Alors, qu'est-ce qu'on peut coupler comme substance au sein de la même injection? Les corticoïdes, c'est tentant, tu me dis si je dépasse mon temps, parce que ça agit rapidement, donc on peut se dire si on met un corticoïde en même temps que l'acide hyaluronique, le patient va être soulagé plus rapidement. Mais les experts concluent qu'il n'est pas recommandé d'injecter en même temps les deux produits. Pourquoi? Parce qu'il y a une interférence, c'est-à-dire que le corticoïde est susceptible d'abîmer les chaînes d'acide hyaluronique. Et puis peut-être aussi, ça va diminuer le comportement de la synoviale pour absorber avec ses récepteurs l'acide hyaluronique. Donc il ne faut pas le faire. Il faut mieux les faire à distance. Hein, donc faire d'abord un corticoïde et ensuite un acide hyaluronique si c'est nécessaire. Si jamais on devait le faire, là je pense à la hanche parce qu'on ne va pas y retourner 3 fois, il faut préférer l'hexatrione par rapport à l'Altime parce que ça abîme moins les chaînes d'acide hyaluronique. Il y a Conrosier qui a montré ça il n'y a pas longtemps. Le comportement, enfin si on mélange les produits, l'hexatrione altère moins les chaînes d'acide hyaluronique que l'Altime. Et l'iode, là, bon, pour le genou, c'est pas trop le sujet, mais c'est le même problème. Si on injecte beaucoup d'iode, non seulement on dilue, mais en plus on casse les chaînes d'acide hyaluronique, ça a été montré, donc il faut en mettre le minimum. Alors, c'était juste pour vous montrer le temps de résidence des articulaires. Donc les acides hyaluroniques linéaires, donc qui ont des chaînes longues, tiennent moins longtemps, donc il faut les injecter en 3 fois, alors que les réticulés et peut-être les antioxydants, on peut les faire en monodose. Et voilà, je vous livre tous les acides hyaluroniques qui ont été commercialisés, et ceux qu'on peut faire en 3 injections, ceux qu'on peut faire en mono-injection. Et je vous les laisserai après pour la discussion. En conclusion, viscosupplémentation, c'est une indication positive et non pas une indication faute de mieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la réserver aux échecs de tous les traitements ou bien aux contre-indications des anti-inflammatoires. Il faut la faire parce qu'on a une bonne indication pour la faire. Ça a une très bonne tolérance, très bon rapport bénéfice-risque, et il faut en faire un traitement de première ligne plus qu'un traitement de deuxième ligne, surtout dans les gonarthroses donc modérées, sèches, sans trop d'épanchement. Et l'intérêt, bien sûr, est maximum chez les sujets âgés ou avec comorbidité, mais bien sûr aussi chez les jeunes pour lesquels on ne veut pas faire de prothèse. Ça marche aussi dans les gonarthroses sévères, contrairement à la hanche, où là, une coxarthrose sévère, il ne faut pas le faire, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, dérivés adaptés en fonction du nombre d'injections qu'on souhaite faire. Et je vous laisse le tableau en ligne pour vous montrer les différents produits. Je vous remercie.